Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez. Peut-être, Isabelle, me faire un petit signe si tu m'entends. Oui, je t'entends très bien. Génial. Donc, mon nom est Sophie Baillargeon. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis agente de programmation, de planification et de recherche au service du transfert de connaissances et du rayonnement à la direction de l'enseignement et des affaires universitaires du CIUS de la capitale nationale. Le service du transfert de connaissances et du rayonnement a pour mandat de valoriser les connaissances issues de pratiques innovantes et de pointe ainsi que de résultats de recherche, de développer et offrir des formations réseau et de soutenir le rayonnement des expertises cliniques et scientifiques pour les 4 désignations universitaires du CIUS de la capitale nationale. Et ce, par différentes stratégies sur le plan local, régional, national et international. L'activité d'aujourd'hui s'inscrit donc dans la mission de l'Institut universitaire de première ligne en santé et en services. Je vous souhaite donc la bienvenue au webinaire sur l'offre de services en centre de jour pour les usagers en soins palliatifs et les proches aidants. Avant de débuter, vous remarquerez que vos micros et caméras sont présentement fermés. Il est important qu'ils le demeurent tout au long de la présentation. Toutefois, une période de questions est prévue à la fin du webinaire. Vous pourrez alors lever la main afin d'adresser votre question directement à notre conférencière ou poser vos questions dans le fil de discussion à votre droite. Je tiens aussi à vous mentionner que cette activité est enregistrée et sera diffusée par la suite. Voici maintenant les objectifs pédagogiques associés à ce webinaire. Donc, à la fin de cette activité, vous serez en mesure d'identifier la méthodologie utilisée et les principaux résultats obtenus lors de la réalisation de l'ETMIS et de reconnaître les retombées potentielles, les forces et les limites de la démarche d'ETMIS. Je vous présente sans plus tarder notre conférencière d'aujourd'hui, Madame Isabelle Beaumier. Isabelle est coordonnatrice professionnelle de l'UETMIS à la direction de l'enseignement et des affaires universitaires du CIUS de la capitale nationale. Elle a débuté dans les secteurs associés à la recherche, l'évaluation de programmes et au développement des pratiques. Elle a aussi travaillé comme professionnelle en ETMIS pendant 10 ans et ses champs d'intérêt portent sur les projets dans le domaine des services sociaux. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Je serai de retour à la suite de l'activité pour la période de questions. Je laisse la parole à Isabelle. Bonjour tout le monde. Alors, les présentations ont été faites. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour vous présenter ce projet d'ETMILA qui a été réalisé il y a déjà quelques temps. Alors, brièvement, le plan de la rencontre, on va aborder qu'est-ce que l'ETMIS pour savoir de quoi on parle là, avant d'aborder le vif du projet, du sujet. Ensuite, la présentation du projet comme tel. Donc, il sera question du contexte, la question d'évaluation à la base, la question décisionnelle, pardon, à la base du projet d'ETMI. Les deux questions d'évaluation qui en découlent pour y répondre. Ensuite, on va vraiment aller au cœur de la présentation, pardon, où on va présenter la synthèse des résultats, donc en lien avec la recherche documentaire et la sélection des documents, les données contextuelles, puis l'ensemble des résultats présentés selon le modèle d'analyse qui a été choisi dans le cadre du projet. Pour terminer, on va aborder les forces et limites du projet, les constats là, issus de l'ensemble des résultats, les retombées à ce jour et finalement, là, on va conclure là, brièvement. Peut-être juste vous mentionner que le PowerPoint de la présentation va être disponible suite à la présentation, va vous être envoyé par courriel ou encore disponible sur le site de l'UETMIS du CIUS de la capitale nationale, là, en lien cliquable. Donc, vous pouvez bien écouter tout ça, puis ce sera disponible pour la suite. Alors, une première, il y a une question qui va vous être posée, donc je vous invite à répondre. C'est anonyme, alors ne soyez pas gênés. Est-ce que vous savez ce qu'est l'ETMIS, Évaluation des technologies, modes d'intervention en santé et en services sociaux? Sophie vous avez une vingtaine de secondes là, pour répondre par oui ou par non. Sophie va lancer la question. Oui, le sondage est envoyé, donc vous pouvez me répondre dès maintenant. On va vous laisser quelques secondes là, pour prendre le temps de bien répondre. On a présentement 63 réponses. On va encore attendre un petit peu. Je vais te laisser nommer les résultats finaux, là, Sophie, je ne les vois Oui, pas de mon il n'y a côté. pas de problème. Donc, on va y aller avec un 72 réponses pour ne pas perdre trop de temps non plus. Donc, on a un 34 de personnes qui ont répondu oui, puis on a 66 pardon, qui ont répondu non.
C'est très intéressant, c'est partagé. Je vais vous présenter là, brièvement c'est quoi l'ETMIS. Donc, évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et services sociaux. Le principal objectif, il doit y avoir une prise de décision, une décision à prendre puisque l'idée est déclarée la prise de décision. Comparativement à la recherche où on va aller créer de nouvelles données, des données primaires, nous ici, on va dans le fond utiliser les données existantes dans la littérature. Donc, on va faire une revue systématique de la littérature scientifique et consulter des parties prenantes à l'aide de différents comités. Il est possible, selon les projets, et c'est le cas dans le présent projet, de bonifier à l'aide d'un recueil de données contextuelles et expérientielles pour venir bonifier, contextualiser les données issues de la littérature. Donc, ça peut être des groupes de discussion, ça peut être des données clinico-administratives, des sondages, des portraits. Donc, ça peut prendre différentes formes. Ensuite, dans le fond, on va formuler des constats ou des recommandations à la lumière de l'ensemble des résultats qui ont été synthétisés et analysés. Puis peut-être aussi ajouter, là, on ne l'a pas mis ici, mais on ne va pas juste prendre les études, on va aussi aller voir la qualité pour les études scientifiques et aussi la crédibilité des documents issus de la littérature grise. Maintenant, la présentation du projet comme tel. Peut-être en mise en contexte avant d'embarquer dans sur le thème spécifique des centres de jour en soins palliatifs. Centres de jour en soins palliatifs, qu'est-ce que les soins palliatifs? On parle d'un ensemble de soins actifs et globaux qui sont dispensés par une équipe interdisciplinaire à des personnes atteintes d'une maladie dite à pronostic réservé, qui vise à leur offrir une meilleure qualité de vie, entre autres en soulageant les souffrances par l'entremise de l'identification précoce, d'une bonne évaluation, d'un traitement de la douleur et de traiter également les problèmes d'ordre physique, psychologique et spirituel associés. Les objectifs, puis ça reprend quand même beaucoup d'éléments là, de la définition, offrir la meilleure qualité de vie possible aux personnes malades et également à leurs proches, ce qui est très important aussi. Atténuer les douleurs physiques, mais également répondre aux différents besoins psychologiques, sociaux et spirituels. Ensuite, deuxième petite question, on veut savoir un peu à qui on a affaire. Est-ce que vous connaissez bien la mission et les objectifs des centres de jour en soins palliatifs? Même chose, et c'est anonyme. Vous avez une vingtaine de secondes pour répondre au petit sondage lancé par Sophie. Oui, donc même chose, on vient de vous envoyer la question sondage, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, j'ai 84 réponses cette fois-ci. 64 des personnes ont répondu que non et 35 des personnes ont répondu que oui. Oh, alors, très intéressant, mais on va aller davantage dans le détail. Donc, peut-être pour certains, ça va être plus connu, mais je vois quand même pour un bon nombre de personnes, là, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur ce type de ressources-là. Donc, les centres de jour en soins palliatifs, dans le fond, on veut offrir des soins et des services pour répondre rapidement aux besoins de l'usager, mais également de ses proches. Ça se veut un complément aux soins palliatifs à domicile. Ensuite, l'idée est de favoriser le maintien à domicile des personnes par l'amélioration de la qualité de vie et du soutien offert à leurs proches. Ensuite, les approches préconisées, on est dans des approches holistiques, humanistes, individualisées et personnalisées. Dans le fond, c'est selon un modèle hybride, donc qui vont allier services médicaux, psychosociaux et spirituels. Pour la majorité à forte majeure là, psychosociale, mais il y a vraiment les trois là, qui sont abordés là. Maintenant, pour les définitions, ben, les études rapportées, il n'y a pas de consensus au niveau de la définition des centres de jour en soins palliatifs. Il y a plusieurs modèles là, bien différents. Et aussi, il n'y a pas à ce jour de standard ou de guide de pratique là, spécifique là, pour guider un peu là, les façons de faire.
Ensuite, ben, c'est en cohérence avec les orientations du ministère de la Santé et Services sociaux relatives aux soins palliatifs et de fin de vie. L'idée est de privilégier le maintien à domicile des usagers atteints d'une maladie à pronostic réservé, installée, évolutive, mais également de reconnaître et soutenir les proches aidants, leur offrir les ressources nécessaires à proximité, c'est un bout qui est important aussi, à proximité du milieu de vie, puis dans différents lieux, notamment les centres de jour en soins palliatifs. Au Québec, le premier centre de jour en soins palliatifs a vu le jour en 2000 dans la capitale nationale, à Québec même, le centre Bon Enfant Dionne, qui est de la maison Michel Sarrazin. Ensuite, il y a eu aussi, ben là, il y en a eu d'autres qui ont suivi, puis vous allez les voir là, un peu plus tard là, dans la présentation. Ensuite, aussi comme point marquant, en 2015, il y a eu des travaux de l'INES sur les centres de jour en soins palliatifs qui encourageaient la poursuite des travaux là, sur ce type de ressources-là. En 2021, puis c'est pourquoi on est là aujourd'hui, il y a eu un premier centre de jour en soins palliatifs qui a été entièrement financé par le ministère, qui a été mis en place sur le territoire de la Côte-de-Beaupré. De là, c'est là où l'UETMIS, c'est l'unité d'évaluation des technologies modes d'intervention en santé et services sociaux du CIUS de la capitale nationale, a été mandatée par la direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées, la DSAPA. L'idée était de documenter les pratiques cliniques interdisciplinaires qui sont offertes en centre de jour pour les usagers en soins palliatifs et les proches aidants. Avec cette demande-là, l'objectif de la DSAPA, bien, en continuité là, avec les travaux de l'INES, poursuivre l'exploration de ce mode de soins-là, mais également aussi bonifier leur offre de services, dans le fond, en spécifiant quels services sont offerts par quels professionnels, puis aussi quels sont les services à mettre en place pour les invités et les proches aidants. Maintenant, la question décisionnelle à la base de ce projet d'ETMI-là, donc, quelle est l'offre de services en centre de jour en soins palliatifs qui favorise le bien-être et la qualité de vie de la clientèle, tant des usagers que leurs proches? De la question décisionnelle découle pour y répondre deux questions d'évaluation. Une première, en fonction de la littérature scientifique, on s'intéressait à l'efficacité des soins et services offerts en centre de jour en soins palliatifs pour favoriser le bien-être et la qualité de vie. Donc, on était beaucoup en lien avec la dimension efficacité. Ensuite, pour les dimensions sociales et organisationnelles, en fonction à la fois de la littérature scientifique, mais également des données contextuelles, donc un portrait qui a été réalisé, vous en aurez le détail dans quelques secondes. Quelle est l'offre de soins et de services qui est disponible en centre de jour en soins palliatifs au Québec et ailleurs? Donc maintenant, le cœur de la présentation, dans le fond, la synthèse des résultats. Dans un premier temps, en lien avec la recherche documentaire et la sélection des documents, ce qui est important de retenir, si on a un tableau Prisma où on rapporte, dans le fond, l'ensemble des documents qui ont été analysés, on est parti de 3 690 documents qui ont été trouvés, qui étaient potentiellement éligibles à partir de critères de recherche qui ont été trouvés dans 4 bases de données. De là, il y a une sélection à 2 niveaux, 2 étapes. En fait, une première sur la base du titre et du résumé, puis une deuxième qui était plus détaillée. Et dans le fond, à la lumière de ces 2 sélections-là, on est arrivé à retenir 15 documents, donc 14 études primaires et une publication de littérature grise. De façon plus détaillée, là, vous avez les 15 documents ici. Alors, les 14 articles primaires en lien avec le type de devis, 7 qui étaient un devis qualitatif et l'autre moitié, un devis mixte. Dans la provenance, donc Royaume-Uni pour 5 articles, 4 de la Belgique, 2 de l'Australie, 2 de l'Irlande et un article primaire de la Norvège. Tantôt, je disais, mais là, on a évalué pour les documents, les études scientifiques, on a évalué la qualité des documents qui étaient élevés pour 9 études, 4 modérés pour 4 études et faibles pour une. Ensuite, au niveau de la littérature grise, on a un document qui était la description d'un centre de jour en soins palliatifs au Royaume-Uni et la crédibilité du document était évaluée comme étant bonne. Au niveau du portrait, pour les données contextuelles, dans le fond, on a fait le portrait des 4 centres de jour en soins palliatifs en opération au Québec au moment de la réalisation de l'ETMI.
Il y en avait un qui allait voir le jour sous peu, mais qui n'avait pas commencé ses activités. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment aller voir au niveau des centres de jour où il y avait un vécu, qu'on avait un peu une certaine expérience, que les services avaient été débutés. Donc, bien évidemment, celui qu'on a mis tantôt, le premier, le Centre Bon Enfant Dionne à Québec, qui a commencé en 2000. Ensuite, la maison L'Hospitalière à Bécomo en 2013. Pardon. La maison Victor-Gadebois à Belleuil en 2016 et la maison Saint-Raphaël à Montréal en 2019. J'en profite aussi vraiment pour remercier là, la grande générosité là, des différents représentants de ces centres de jour-là en soins palliatifs qui ont partagé leur expérience, leur fonctionnement là, avec nous pour faire un portrait là, qui était fort détaillé et fort intéressant. Donc, maintenant, la synthèse des résultats sur les effets des centres de jour en soins palliatifs. On est sur la dimension efficacité. Donc, ça, c'est vraiment issu des études, des différentes études scientifiques. Vous allez voir, les résultats sont présentés selon 4 dimensions du bien-être, donc physique, psychologique, interpersonnel et spirituel, qui sont en fait les dimensions en lien avec le cadre d'analyse qui a été choisi là, pour la présente démarche d'ETMI. Donc, c'est un peu une façon là, qui nous permet de catégoriser, de présenter là, les différents résultats. Aussi à noter qu'on donne pas il n'y a pas toujours le détail sur est-ce que c'est des résultats qui viennent de l'invité, le terme là, choisi pour la personne malade qui reçoit des services du centre de jour en soins palliatifs ou le proche aidant. À certains moments, ça a été spécifié, d'autres fois non. Euh, vous avez dans le fond plus de détails là, dans le rapport final, puis aussi des fois, ça faisait partie là, des limites de certaines études de ne pas pouvoir différencier. Donc, les effets des centres de jour en soins palliatifs sur la dimension du bien-être physique. Premier thème, l'état de santé global. Bien, elle se voyait améliorée pour les participants selon 2 études. On voyait également une diminution de la sévérité des symptômes physiques, par exemple, se sentir moins faible, avoir un meilleur appétit, ensuite, il y avait une amélioration de certaines performances physiques, que ce soit de s'asseoir, se relever plus facilement, avoir une certaine vitesse au niveau de la marche, par exemple. Ensuite, ben, un des principaux motifs évoqués comme motivation à utiliser les services des centres de jour en soins palliatifs était le maintien à domicile. Il a également été nommé que le maintien à domicile était accentué par le répit qui était offert. Dans le fond, que la personne, l'invité pouvait y aller, puis le proche aidant avait par la même occasion un certain répit. Ensuite, les effets des centres de jour en soins palliatifs sur le bien-être psychologique. Donc, l'état général de bien-être psychologique, ben, dans le fond, elle se voyait améliorée selon l'étude de Kilonzo. Il y avait aussi une autre étude où on disait le bien-être psychologique était amélioré du fait, il y avait un lien qui était fait avec le fait d'avoir du répit. Ensuite, au niveau dépression et anxiété, ben, il y avait une diminution, pardon, du sentiment de dépression, une amélioration au niveau une augmentation du sentiment de paix, diminution de l'anxiété qui était ressentie, là, on le spécifiait vraiment par la famille et amis. Par contre, il y avait le terme soins palliatifs qui pouvait générer une certaine incertitude, certaine anxiété du fait qu'il y avait une association avec une mort plus imminente. Aussi, ben, certains avaient des appréhensions des services en centre de jour en soins palliatifs. Puis ça, c'est important de le mentionner. Inviter les proches, mais également les professionnels qui avaient certaines appréhensions en lien avec les services offerts, souvent une méconnaissance des objectifs de la mission, ce qui avait un impact sur les références, le choix de référer ou pas pour les professionnels, puis aussi sur la trajectoire de soins, à quel point ça pouvait, les centres de jour en soins palliatifs, là, s'introduire dans le continuum de soins. Ça avait un impact du fait qu'on appréhendait, là, les services qu'ils offrent. Maintenant, au niveau du sentiment de sécurité, toujours concernant là, les effets des centres de jour en soins palliatifs sur le bien-être psychologique, il aurait sorti que l'augmentation du sentiment de sécurité s'expliquait par le fait que les gens trouvaient qu'il y avait une atmosphère plaisante et sécuritaire, puis aussi qu'il y avait des soins puis du soutien à proximité.
Aussi, la proximité avec les professionnels de la maison en soins palliatifs était grandement appréciée par les proches. En fait, c'est que ça pouvait permettre d'aborder des questions sensibles que le proche n'abordait pas avec la personne dont elle avait soin et ça permettait de recevoir vraiment un soutien là, sur le plan émotionnel. Également, il a ressorti que ça permet une introduction aux soins palliatifs à venir, puis une transition qui est plus rapide vers ces soins-là, qui est facilitée quand on passe par le centre de jour en soins palliatifs. Par contre, ben, la proximité de certains centres de jour en soins palliatifs avec les maisons de soins palliatifs pouvait diminuer l'attractivité du centre de jour en soins palliatifs puis nuire au recrutement parce qu'il y avait un certain mélange entre mission et objectif du centre de jour et de la maison en soins palliatifs qui faisait que certains pouvaient être rebutés là, d'aller visiter le centre de jour. Ensuite, au niveau du répit, puis là, en fait, on abordait la diminution de la charge mentale. Le répit qui est offert au proche aidant permettait de diminuer sa charge mentale, de le soulager, de lui offrir du repos et de favoriser, d'allonger le maintien à domicile. Selon une autre étude, ce répit était fort apprécié. Par contre, là, deux points plus négatifs, le répit puis les références au centre de jour en soins palliatifs étaient comme associés à une fin précipitée. Aussi, puis ça, c'était chez les conjoints, il y a une étude qui ressortait qu'il y avait un sentiment de trahison, de perte anticipée pour certains conjoints qui disaient, ben, au lieu de passer ce temps-là avec mon conjoint, il s'en va au centre de jour en soins palliatifs. Fait que c'était comme s'il y avait un sentiment de perte anticipée pour certains qui étaient rapportés. Ensuite, concernant la qualité de vie, donc il y avait une augmentation de la qualité de vie à la fois des invités là, qui a été rapportée, mais également des proches aidants. L'augmentation plus spécifique de la qualité de vie des invités grâce au fait qu'il y avait dans le fond, l'espèce de contact informel qui était créé, les interactions sociales, le fait de mettre ensemble des gens qui vivent la même chose sous le même toit, les groupes de soutien, l'environnement aussi qui facilite l'expression des sentiments, là, faisant en sorte de favoriser une meilleure qualité de vie. Aussi, il y avait les activités artistiques qui ont été nommées comme permettant d'avoir des sentiments positifs, de calmer, de relaxer les gens, de s'évader, de se divertir, de rire. Il y a 2 études aussi où il n'y avait aucun changement observé, mais c'est quand même important de nommer, c'était nommé dans ces études-là que, dans le fond, la qualité de vie, le niveau de qualité de vie était déjà bon chez les participants avant d'aller au centre de jour en soins palliatifs. Donc, ça n'a pas changé, mais ça n'a pas diminué ou ça n'a pas, mais c'était des gens qui partaient déjà avec un niveau de qualité de vie intéressant. Maintenant, les effets des centres de jour en soins palliatifs sur le bien-être interpersonnel, ben, ça permettait d'augmenter les contacts sociaux qui étaient dans un environnement non clinique, donc dans un environnement qui était favorable. Ça permettait de diminuer l'isolement puis d'augmenter le soutien, dans le fond, de partager avec des gens qui vivent une situation similaire à la nôtre, de se retrouver ensemble. Ensuite, ben, il a été rapporté qu'il y avait des liens sociaux forts qui se créaient parfois entre les invités à long terme, des gens qui se voient à l'extérieur du centre de jour en soins palliatifs. Ça, on l'a vu aussi dans le portrait, on en parlera plus tard. Maintenant, pour certains, la principale raison de fréquenter le centre de jour, c'est justement de favoriser les contacts sociaux avec des gens qui vivent la même chose que nous. D'autres ont dit le succès des centres de jour tient aux relations qui sont développées entre les invités, ce côté-là informel qu'on ne retrouvera pas dans d'autres milieux. Également, les centres de jour, dans le fond, permettent l'accès à un groupe de soutien dans un environnement où ça facilite l'expression des sentiments. Ça, je l'ai comme un peu abordé, mais c'est un type de soutien tant social et émotionnel qu'on va trouver uniquement en centre de jour en soins palliatifs qui seront généralement pas considérés par les autres milieux. Il y a une étude aussi qui a rapporté en fait des bienfaits sociaux et thérapeutiques. Puis finalement aussi, les activités artistiques, ben, les relations entre artistes puis les liens créés étaient fort appréciés.
Maintenant, les effets des centres de jour en soins palliatifs sur le bien-être spirituel, je pense quand même important de mentionner, c'est un aspect qui était moins abordé dans les études. Dans le fond, on a les 3 points suivants là, qui ont ressorti. Les centres de jour en soins palliatifs facilitaient la transition vers les soins palliatifs en lien avec la transition de fin de vie. Il y avait une diminution des appréhensions envers les soins palliatifs et de fin de vie lorsque le centre de jour est à proximité d'une maison en soins palliatifs. Donc, autant au départ, ça crée des appréhensions, mais quand on côtoie les 2 milieux, ça change les perceptions, puis ça diminue justement les appréhensions sur cette étape-là suivante. Par contre, il était mentionné qu'il y a une certaine prudence lors des références, parce que lors de la référence, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les gens qui ont le bon profil là, pour ce type de ressources-là. Certains ont des réticences, puis vont vraiment associer soins palliatifs et une mort très prochaine, mort imminente, alors que c'est pas le cas. Maintenant, ben, on va s'intéresser à la synthèse des résultats sur la description des centres de jour en soins palliatifs, où on aborde les dimensions sociales et organisationnelles. Puis là, vraiment, on est encore au niveau de la littérature scientifique, mais également aussi les données du portrait réalisé là, dans les 4 centres de jour en soins palliatifs au Québec. Donc, les principaux objectifs des centres de jour en soins palliatifs. Le premier qui ressort autant dans la littérature qu'avec le portrait, permettent à des personnes qui vivent des situations similaires de se retrouver, de socialiser, briser l'isolement, de se retrouver dans un même lieu et de se soutenir dans un environnement qui n'est pas clinique. L'aspect informel qui est beaucoup favorisé. Ensuite, ça a été quand même nommé là, plusieurs fois, favoriser le maintien à domicile des personnes malades en offrant du répit puis du soutien aux proches aidants. Il y a beaucoup la notion d'améliorer la qualité de vie avec des interventions pour favoriser le confort, le réconfort, le bonheur, puis un certain niveau de santé, de bien-être. Il y a également le fait d'offrir des soins palliatifs précoces, d'être là rapidement dans la situation, puis de faciliter la transition aux soins de fin de vie. Maintenant, au niveau des modèles d'offres de services privilégiés, ben, ça se veut des services complémentaires à ceux qui sont déjà offerts sur les plans médicaux, sociaux. Puis, dans le fond, l'idée est de ne pas dédoubler, mais plutôt de s'inscrire là, en complémentarité à ce qui est déjà offert. Ensuite, c'est un modèle hybride, santé et psychosocial, qui est vraiment ouvert sur la communauté. Les principaux soins et services offerts, puis il y en a une multitude, on aurait pu mettre énormément de détails, mais des services psychosociaux, des soins médicaux, services de gestion des symptômes, médication, services pour les plaies, services pastoraux, spirituels, thérapie créative, activités de loisirs, sportives, réadaptation des thérapies complémentaires, soins corporels, soins de beauté, coiffure, pédicure, manucure. Ensuite, services de répit et de soutien aux proches. Les proches, dans le fond, peuvent aller au centre de jour en soins palliatifs sans que la personne dont elles ont soin bénéficie également des services, là. Le proche peut y aller seul. Ensuite, une offre de transport sans quoi plusieurs ne pourront pas participer. Des repas, des pauses détente, comme on le nommait, il y a beaucoup l'importance de l'informel qui ne s'invente pas, qu'on doit favoriser. La consultation psychologue ou médecin sur demande. Puis, dans les données des centres de jour en soins palliatifs au Québec, il y avait également des services pour personnes endeuillées. Maintenant, les approches et interventions privilégiées, donc vraiment des interventions individualisées. On va se concentrer sur les désirs de la personne. Les approches préconisées holistiques, centrées sur la personne. Donc, vraiment l'idée de réaliser sa liste de souhaits. Vraiment une approche communautaire. On est beaucoup inspiré des communautés bienveillantes. Ça ressortit beaucoup également. Puis une approche humaniste, certains disaient dite de cœur. Puis aussi, ben là, vous l'avez vu depuis le début, mais on va beaucoup utiliser le terme invité pour désigner, dans le fond, les participants et non le patient, l'usager, personne malade, où on va vraiment plus prendre le terme invité. On prend soin d'eux.
Maintenant, au niveau du profil des participants, au niveau des références, des critères d'éligibilité, pour les centres de jour en soins palliatifs au Québec, premier critère, avoir 18 ans et plus. Un seul centre de jour en soins palliatifs là, avait à l'occasion des enfants là, qui recevaient des soins palliatifs, mais c'était vraiment une exception. Certains vont mettre comme critère diagnostic de cancer, sinon de maladie incurable. C'est vraiment du cas par cas où on va aller évaluer les comorbidités, troubles cognitifs, problèmes de santé mentale, limitations physiques. Puis, pour chaque situation, il peut y avoir un accompagnement plus étroit ou tout ça, mais ça va être vraiment une évaluation cas par cas. Ensuite, il faut que la personne soit à domicile avec un minimum d'autonomie tant physique qu'au niveau cognitif. Ensuite aussi, c'est vrai, bien sûr, là, l'intérêt dans le fond, de participer aux activités puis une capacité quand même à fonctionner en groupe. Au niveau de la littérature, c'était vraiment des profils très hétérogènes d'invités. Il n'y avait pas de critères spécifiques là, nommés. C'était souvent avec un diagnostic de cancer. Toutefois, il y avait une étude qui disait bon, qu'il y avait une augmentation des invités avec conditions chroniques non malignes, donc maladies neurologiques du cœur, du foie. Là, donc, il y avait une augmentation à ce niveau-là. Il est ressorti également que les processus de référence, critères d'éligibilité et facteurs, les facteurs qui les influencent étaient à revoir. Maintenant, qui sont les professionnels et les bénévoles impliqués? Mais on parle toujours d'équipes interdisciplinaires, c'est la base. Travailleurs sociaux, infirmières, ergo, physio, des PAB, massothérapeutes, acupuncteurs, nutritionnistes, art, musicothérapeutes. La porte est ouverte à plusieurs personnes. Ensuite, quand la maison en soins palliatifs est à proximité du centre de jour en soins palliatifs, bien, il y a certains professionnels qui vont partager l'horaire entre les 2 milieux. Ça, ça ressortit vraiment dans les centres de jour en soins palliatifs au Québec. Les bénévoles ont été présentés comme ayant vraiment un rôle crucial, comme offrant du soutien de nombreux services qui ont un rôle particulier, beaucoup d'accueil, d'accompagnement. Sans grande surprise, on cherche quand même des profils particuliers. Ils vont être sélectionnés pour leur savoir-être, leur savoir-faire. Certains centres de jour en soins palliatifs vont leur offrir de la formation, des formations maison, différentes formations. Aussi, ce qui est intéressant, il est ressorti là, par plus d'une personne lors du portrait, deux grandes catégories, là, deux profils de bénévoles. Les premiers qui étaient plus dits de terrain généraliste, où là, on va beaucoup être dans l'accompagnement. Et un deuxième profil plus spécialisé, ça, c'est souvent des gens à la retraite, mais qui avaient une formation X en coiffure ou peu importe, qui vont offrir un service précis. Donc, on était vraiment dans ces deux profils-là au niveau des bénévoles. Maintenant, concernant la fréquentation, l'utilisation des services, bien, selon les données des centres de jour en soins palliatifs, là, le portrait au Québec, on parle d'un 6 à 15 invités et leurs proches. Ce n'est pas tous les proches qui vont venir, ils peuvent venir, ça dépend vraiment des situations. Donc, pour un 12 à 30 personnes maximum selon les centres de jour en soins palliatifs. Journée type, puis là, on est allé, là, on a essayé d'y aller là, grossièrement. Plusieurs avaient une réunion d'équipe au départ pour débuter la journée et une rencontre à la fin, plus de bilan, où on revenait là, sur ce qui avait été vécu dans la journée. Ensuite, entre 8h30 et 10h, selon les milieux, l'arrivée des invités. Là, on parlait beaucoup de l'informel qui est très important, des bénévoles, la place des bénévoles, donc l'accueil par les bénévoles. Et là, c'était là où on pouvait sonder les gens sur leur état de santé cette journée-là, les soins, les activités qui étaient désirées. Souvent, là, c'était suivi de l'offre de soins, groupe de la tenue, des groupes de soutien. Là, après, on laisse le temps beaucoup repas, échanges. Ceux qui le souhaitent peuvent faire une sieste. C'était beaucoup l'offre de bain thérapeutique plus dans l'après-midi avec différentes activités, notamment d'art-thérapie, musicothérapie ou autre. On parle d'un départ des invités généralement entre 15h et 16h en fin de journée. Selon les données encore du portrait, dans le fond, les motifs au niveau de la fermeture du dossier, l'aggravation de la maladie, le décès, le manque d'énergie ou encore une situation où il y a une rémission. Ensuite, aussi au Québec, là, il n'y a aucune liste d'attente qui ont été soulignées.
Maintenant, selon la littérature, ben, le nombre de jours de fréquentation n'était pas spécifié, mais on le disait illimité. Les groupes étaient ouverts, ce qui veut dire que les gens peuvent se joindre à tout moment. Les modalités étaient très variables d'un centre de jour en soins palliatifs à l'autre. Ensuite, ben, il y a comme 5 grands motifs de fréquentation là, d'un centre de jour en soins palliatifs qui ont ressorti. Certains étaient réticents, mais tentaient tout de même l'expérience. D'autres avaient vécu, par exemple, un moment de crise, un moment difficile et demandaient de l'aide, sentaient le besoin de recevoir de l'aide suite au moment vécu. Ensuite, ben, il y avait certains qui étaient simplement ouverts à la proposition. Deux autres éléments importants qui ont ressorti, la confiance envers la personne qui réfère, heu, tu sais, qui faisait en sorte que les gens disaient: «OK, je vous suis, puis je vais essayer le type de ressources» ou encore une connaissance des centres de jour en soins palliatifs préalables. On avait une expérience vécue avec un proche et on connaissait, en fait, le milieu. Maintenant, il y a 2 stratégies là, qui avaient ressorti pour motiver les personnes à fréquenter un centre de jour pour ceux qui pouvaient être plus réticents en soins palliatifs. La première, miser davantage sur la gestion des symptômes plutôt que sur l'offre de services psychosociaux. Et encore aussi d'inviter, puis ça a été nommé aussi dans les portraits, inviter les gens à venir passer une journée, une heure ou venir visiter les lieux avant de prendre leur décision. Dans la littérature, il y avait certains centres de jour en soins palliatifs qui ont rapporté avoir des listes d'attente. Maintenant, sur la description des lieux physiques puis des aspects organisationnels, dans un premier temps, c'était beaucoup plus complet là, dans le portrait des centres de jour en soins palliatifs au Québec. C'est sûr aussi qu'on avait préparé nos questions là, en fonction de ça, versus dans la littérature où c'était plus incomplet. La salle à manger puis le salon étaient les lieux les plus propices aux rencontres, aux échanges, à l'informel, étaient nommés comme des lieux très importants. L'importance, puis c'était nommé aussi d'avoir des salles distinctes pour les soins, les activités, les bureaux des intervenants, les salles pour la formation, donc d'avoir des salles distinctes. Tous ont rapporté aussi avoir un soin particulier qui était apporté à l'environnement extérieur, qui était vraiment nommé pour plusieurs comme étant un coup de cœur, la nature généreuse, les fleurs, la verdure, mais d'avoir un environnement extérieur qui soit beau, qui soit accueillant, chaleureux. Ensuite, plusieurs ont des partenariats avec les secteurs du soutien à domicile des CLSC, différents milieux hospitaliers, là, plus précisément oncologie, cardiologie, neurologie, le milieu communautaire et certaines fondations et associations avec qui des fois il y avait des dons qui étaient faits, argent, meubles ou autres. Maintenant, 4 défis là, qui ont ressorti sur le plan organisationnel, démystifier l'approche palliative en centre de jour en soins palliatifs, qu'elle soit bien intégrée dans le continuum de services. C'était pas, toujours le cas, pas toujours clair. Dans les défis, oui, il y avait des points positifs, mais il y avait également des points négatifs, au niveau de la proximité, du fait que le centre de jour en soins palliatifs soit près de la maison ou, tu sais, voire dans les mêmes lieux que la maison en soins palliatifs. Ensuite, ben, certains critères d'admission étaient vus comme présentant des défis, notamment celui de demander un pronostic de moins d'un an parce que c'est un pronostic qui est rarement énoncé, qui est difficile à poser. Donc, après de le mettre dans des critères, d'admission, c'était pas très gagnant. Ensuite aussi, le fait d'exiger que la référence vienne d'un médecin, ça aussi, ça faisait partie des éléments à revoir. Maintenant, selon la littérature, puis là, il y avait peut-être un peu moins d'éléments, mais ce qui a ressorti, la philosophie d'optimisation des ressources, là, viser toujours un taux d'occupation à 100 s'appliquait très mal, puis n'était pas à favoriser pour les centres de jour en soins palliatifs. On ne peut pas le penser comme ça, le voir comme ça. Maintenant, à la fois dans la littérature et le portrait des centres de jour en soins palliatifs au Québec, mais l'atmosphère chaleureuse est ressortie, tu sais, dans le fond, les centres de jour, il ressortait beaucoup qu'il y avait une atmosphère chaleureuse, que c'était des sites puis tu sais, des salles qui permettaient un certain niveau d'intimité. C'était des éléments qui étaient importants. Dans les 2 cas, les sources de financement étaient là, privées et publiques, donc mixtes. Il y avait, des parts là, des 2 côtés. Ensuite, dans les défis, dans les 2 cas, tant la littérature que le portrait, ben, il y avait des défis au niveau du recrutement et de la rétention de personnel compétent. On cherche des profils particuliers.
l'offre de transport, sans quoi certains ne peuvent participer aux activités, donc qui était fort important, et le financement qui n'est pas toujours récurrent, donc qui amenait des défis importants. Maintenant, on arrive sur les forces et les limites du projet. Donc, parmi les forces, ben, le fait d'avoir fait une revue de littérature qui utilise une approche systématique, puis on a vraiment pris, dans le fond, la suite après les travaux de l'INES qui ont été réalisés en 2015. Donc, on est allé de 2015 à ce jour. Ensuite, le fait d'avoir fait un portrait, d'être allé chercher une collecte de données contextuelles pour venir bonifier là, ce qu'on avait trouvé dans la littérature. Ensuite aussi, le fait de documenter une offre de service qui est méconnue, qui est méconnue, complémentaire aussi à l'offre de services habituelle en soins palliatifs et de fin de vie. Donc, ça aussi, là, c'est vraiment une force parce qu'il y a eu il y a eu moins de travaux, disons, qui ont abordé là, les centres de jour en soins palliatifs. Dans les limites, ou disons, on peut le voir comme des défis, le fait qu'il y avait plusieurs termes pour désigner les centres de jour en soins palliatifs amenait beaucoup de défis là, dans la littérature parce quand on regardait les articles, il fallait fouiller beaucoup pour s'assurer qu'on parlait bien du même type de ressources. Il y avait vraiment beaucoup de termes là, pour les désigner. Ensuite, ben, les résultats étaient souvent indifférenciés, ça je l'ai nommé plus tôt, mais selon que c'est les proches ou les invités. C'était pas toujours présenté séparément, ce qui fait que pour nous, il y avait quand même des nuances importantes entre est-ce que c'est les propos d'un invité ou des proches. C'était pas toujours différencié, fait que ça, je pense que ça faisait partie des limites. Le fait que ça soit extrêmement centré sur les besoins de la personne, une approche individualisée, faisait que c'était difficile de circonscrire les activités puis d'évaluer les faits distincts de chacun. Ça pouvait varier d'une journée à l'autre, d'une personne à l'autre. Ensuite, ben, les études sur l'impact des centres de jour en soins palliatifs, il y en avait très peu avec des outils de mesure validés. Donc, ça aussi, ça faisait partie des limites. Aussi, ben, les études avaient de petits échantillons, souvent peu de descriptions là, des lieux physiques, comme je le nommais précédemment. Finalement, c'est plus ou moins une limite, mais il n'y avait aucune étude en provenance de l'Amérique du Nord, qui est souvent, généralement, on en retrouve, puis qui est un milieu comparable au nôtre, bien que je sais que c'est une limite, ça n'en est pas parce qu'on était quand même aussi Royaume-Uni ou d'autres de la provenance des études, c'était quand même aussi des milieux là, qui étaient comparables aux nôtres. Maintenant, on arrive dans le fond au constat, on arrive vers la fin où on est dans les constats issus des différents résultats, à la lumière, dans le fond, des différents résultats, tant de la littérature que ceux du portrait des centres de jour en soins palliatifs au Québec. Donc, les constats sur les effets des centres de jour en soins palliatifs au niveau de la dimension efficacité. Bien, la fréquentation, on peut dire que la fréquentation d'un centre de jour en soins palliatifs a entraîné une amélioration dans au moins une catégorie des variables mesurées en lien avec le bien-être, les 4 que je nommais précédemment, chez les invités et les proches aidants. Dans un premier temps, les contacts sociaux, la qualité de vie, l'état de santé global ont été améliorés chez les invités et les proches aidants qui ont fréquenté un centre de jour en soins palliatifs. Ensuite, au niveau de l'amélioration de l'état psychologique global, la fréquentation d'un centre de jour en soins palliatifs pourrait entraîner une amélioration de l'état psychologique global et du répit des invités et des proches aidants. Maintenant, au niveau des constats en lien avec la description des centres de jour en soins palliatifs, où on abordait davantage là, les dimensions sociales et organisationnelles. Bien, malgré plusieurs points en commun, il est difficile de dresser un portrait unique des services offerts en centre de jour en soins palliatifs. On peut aussi faire le lien avec le fait qu'il y avait peu de consensus sur les définitions. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites et qui sont offertes en centre de jour en soins palliatifs. Par contre, on peut dire que les services sont centrés sur les besoins individuels qui s'inscrivent dans une approche holistique et individualisée. Et on est beaucoup en respect avec les besoins et les soins, les souhaits des invités. Donc, on est vraiment à l'écoute de ce qu'ils souhaitent. On est vraiment dans le cas par cas. On va s'adapter pour chacun d'entre eux.
Ensuite, les services sont offerts selon un modèle de soins hybride, à la fois soins de santé et services psychosociaux, mais j'ajouterais que c'est souvent avec une majeure au niveau psychosocial. Ensuite, ça a été nommé aussi plusieurs fois, les services sont variés et sont complémentaires à ce qui est offert dans les autres services en soins palliatifs, mais on parle de services qui ne seraient pas comblés, qui ne seraient pas offerts autrement. Ensuite, ça, c'est super important, la programmation quotidienne des activités, elle est flexible et elle est vraiment adaptée de façon à considérer l'état général de l'invité ce jour-là, le jour où il va au centre de jour en soins palliatifs, son niveau d'énergie, qu'est-ce qu'il a vécu durant la journée, qu'est-ce qu'il souhaite comme rythme de soins. Là, je vais tout de suite au troisième. Ça fait en sorte qu'il faut adapter les services puis réorganiser le rythme de travail des professionnels. On peut avoir un plan de match un peu d'une journée, tu sais, qu'on a planifié. Par contre, ça peut le matin même, en fonction de l'état des gens, de leur senti, de leur désir, ben, être réorganisé puis changer. Donc, on n'est pas dans le même rythme de travail auquel les professionnels sont souvent habitués. Il y a aussi toute l'importance de laisser des moments libres pour actualiser le soutien informel entre les invités. L'informel, ça ne s'invente pas, faut le favoriser avec des lieux, avec des moments libres, donc c'est vraiment une part importante où on ne rentre pas dans un centre de jour en soins palliatifs pour avoir un horaire puis des choses réglées au quart de tour. Il y a aussi des moments plus libres, plus spontanés pour permettre l'actualisation du soutien informel entre les invités. Finalement, ça a été nommé plusieurs fois, mais c'est un enjeu important, assurer un transport à certains invités qui ne pourront pas participer aux activités du centre de jour en soins palliatifs autrement. Ensuite, l'implication des bénévoles, elle est vue comme étant cruciale, voire incontournable pour le fonctionnement des centres de jour en soins palliatifs. Plusieurs ont dit que ça ne serait pas la même chose si les bénévoles n'étaient pas présents. Ils ont un rôle de bienveillance, mais aussi d'accompagnement, mais aussi d'écoute, puis aussi beaucoup, pour certains, là, d'offrir, différents services. Maintenant, plusieurs centres de jour en soins palliatifs, particulièrement au Québec, sont à proximité ou dans le même établissement qu'une maison en soins palliatifs, ce qui a à la fois des effets positifs et négatifs. Positifs, en lien avec les enjeux de recrutement de personnel, recrutement et rétention de personnel qualifié, formé en soins palliatifs avec des profils particuliers. Bien, cette proximité-là, elle facilite le partage des employés entre les deux milieux de soins. Par contre, ça a été nommé plusieurs fois, cette proximité-là peut aussi apporter une confusion quant aux missions et objectifs, tu sais, aux missions différentes, des 2 milieux, puis ça peut apporter une certaine confusion puis, incompréhension, là, mission et objectifs, distincts entre les 2 milieux. Maintenant, il a ressorti quand même que les centres de jour en soins palliatifs étaient souvent mal compris ou méconnus. Donc, il y a toute l'importance de faire la promotion de leur mission et de leurs différents objectifs. Ensuite aussi, deux éléments importants là, sur ce point-là, le processus de référence et les critères d'éligibilité sont à revoir afin de s'assurer dans un premier temps que les usagers soient référés par les professionnels de la santé, que les professionnels de la santé comprennent bien mission et objectifs, soient en mesure de référer au temps opportun, mais aussi que les usagers puissent se référer eux-mêmes aux besoins s'ils entendent parler de la ressource, qu'il n'y a pas besoin nécessairement du médecin pour le faire. Ensuite, il y a tout un enjeu de référence en temps opportun. La majorité ont dit qu'il faudrait que les références soient faites plus tôt dans le continuum de services. Certains arrivent un peu tard là, au niveau des services. Maintenant, plusieurs centres de jour en soins palliatifs ont des enjeux liés au financement, ce qui a des impacts sur l'offre et la pérennité des services. Le fait que le financement ne soit pas récurrent ou encore basé sur le taux d'occupation. Maintenant, fin des constats. Juste avant de conclure, les retombées à ce jour des travaux que je vous ai présentés aujourd'hui, bien, le principal objectif de la demande d'ETMI, il y a une révision là, qui s'est faite et qui est également en cours de l'offre de services du centre de jour en soins palliatifs du territoire de la Côte de Beaupré. Ensuite, bien, ça devient
cette ethnie-là un outil, des outils de promotion pour les centres de jour en soins palliatifs. Je dis des outils parce qu'on a un rapport, on a des sommaires exécutifs en français, en anglais, les différentes présentations, puis même le présent webinaire là, qui va être disponible en ligne. Également, je sais que ça a inspiré des travaux de recherche là, pour évaluer les retombées des centres de jour en soins palliatifs au Québec là, qui débutent sous peu. Là. Il y a des projets au niveau de la recherche, projets de maîtrise là aussi. Justement, mais je termine dans le fond en conclusion là, sur les liens cliquables disponibles pour le rapport. Donc, le détail de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Sommaire exécutif, là, on a mis celui en français et on demeure toujours disponible pour toute présentation sur demande. Voilà. Merci, Madame Beaumier, pour cette présentation. C'est maintenant le moment de poser vos questions. Je vous invite à utiliser le fil de discussion ou à cliquer sur l'icône de la main levée pour obtenir le droit de parole et poser votre question directement à notre conférencière. Isabelle, on a déjà 2 questions dans le fil de discussion, si tu vas aller les voir. Je vais te laisser peut-être en prendre connaissance. Oui. Voilà. La première, c'est Monsieur Richard. Ouais. OK, attends, j'ai François Tardif. Il y en a une qui est en haut par. J'ai pas le nom complet, je vois OK, Richard. attends. Les invités en soins palliatifs sont principalement les invités qui étaient déjà au centre de jour ou s'agit-il de nouveaux invités? Ah, ça serait vrai. Là, vous parlez en maison de soins palliatifs versus centre de jour, si je comprends bien. Puis en tout cas, si c'est ce que je comprends bien, ça, on n'avait pas l'information à savoir, puis on n'a pas eu de lien nécessairement qu'il y avait plus de gens, ou peut-être oui, monsieur mais Richard, si vous voulez, en tout cas, si je comprends bien la question, moi, on n'a pas eu de nuances sur les gens qui étaient en maison de soins palliatifs versus centre de jour. Est-ce que c'est une majorité qui se retrouve à la maison en soins palliatifs? On n'avait pas cette information-là parce qu'on peut ne pas être allé au centre de jour en soins palliatifs puis aller à la maison là, en soins palliatifs par la suite. On n'avait pas d'informations à ce niveau-là, mais certainement que nous, ce qui ressortait, c'est que ça facilitait la transition pour les gens qui souhaitaient le faire, puis il y avait un contact entre les lieux. Ce n'était pas 2 lieux fermés distincts. Il y avait des gens qui avaient été au centre de jour en soins palliatifs qui, s'ils avaient l'énergie, la force, pouvaient traverser des fois de la maison en soins palliatifs pour aller faire un tour, dire bonjour aux gens, au groupe du centre de jour en soins palliatifs et l'inverse. J'espère que j'ai bien répondu. Oui, en Oui. bonne partie. En fait, Oui. ma question était aussi surtout ceux qui sont déjà les invités en centre de jour, là, puis dans la trajectoire du service, leur santé diminue et là, ils ont un cancer. Donc, le lien faisant en sorte qu'ils restaient proches des centres de jour, puis vous étiez en mesure d'apporter un soutien supplémentaire à un moment de leur vie. Oui, tout à fait. Tout à C'est fait. principalement ça. S'il y avait un souhait d'aller vers la maison en soins palliatifs, bien, il y avait un contact qui était déjà établi, ça facilitait là, les transitions puis le continuum là, dans l'offre de service. Mais ce n'était pas le cas nécessairement automatiquement pour les gens là, entre les 2 ressources. En tout cas, bravo pour la présentation et le service offert. Je trouve que c'est important. Merci. Merci. Monsieur François Tardif, notre système de santé est très orienté vers les soins sur le patient et l'optimisation des ressources. On change effectivement de paradigme. Les proches qui accompagnent un patient dans un centre de jour deviennent-ils des patients également dans l'organisme? Non, pas du tout. C'est vraiment pas ce qui est ressorti. On demande dans le fond si les proches deviennent également des patients, par exemple, dossiers, patients ouverts. Je m'interroge sur cette réalité, comment cela fonctionne au sein du CIUCN. Moi, je peux parler dans le fond le portrait qu'on a fait au Québec. Il y avait très peu de proches qui avaient de dossiers ouverts, là. On est allé aussi dans ce détail-là. C'était plus des fois des notes sur les groupes en général, les sujets qui avaient été abordés, tout ça, mais non, bien au contraire. Justement, les proches qui souhaitent y aller, parce que c'est vraiment la discrétion de chacun, certains proches vont préférer y aller, d'autres pas du tout, mais c'était vraiment à la discrétion de chacun, mais ils ne devenaient pas des patients également, ils étaient aussi des invités dont on prend soin, à qui on offre du répit, à qui on offre
un soutien tant psychologique. Justement, on parlait tantôt aborder des questions plus sensibles ou fait que c'est vraiment leur guise, mais c'était vraiment pas dans cette optique-là. Là, j'ai pas, dans le portrait, il n'y avait rien en ce sens-là. Isabelle, juste mentionné, j'ai Oui. indiqué là, dans le chat, on a les liens pour le sommaire exécutif et le rapport. On s'est fait demander là, les liens, donc je les ai placés. Je proposerais qu'on aille prendre peut-être une main levée Oui. parce qu'on a deux personnes, pardon, Oui. qui voulaient parler. Donc, Monsieur Mathieu Pelletier en premier lieu. Oui. Oui, bonjour Isabelle, merci, super belle présentation. En fait, je me permets de prendre la parole compte tenu que je suis également le chef de programme du côté du CIUS de la capitale nationale pour le volet soutien à domicile et incluant le centre de jour en soins palliatifs. Donc, concernant les questionnements qui étaient plus précis, du côté là, de est-ce que le proche aidant finalement est considéré comme un usager dans le contexte là, plus tenue de dossier et tout ça. Effectivement, l'idée, c'est qu'ils ne sont pas considérés comme des usagers. Ils peuvent venir chercher, Isabelle, comme tu mentionnais, différents volets au niveau du soutien psychosocial, tout ça, mais par exemple des groupes de deuil également, mais on n'a pas nécessairement là, de visée là, au niveau là, qui soient inscrits à titre d'usager. Par contre, rien n'empêche que lorsque les intervenants constatent un besoin ou quelque chose comme ça, ils peuvent très bien le référer vers les services de première ligne, que ce soit les services courants, le soutien à domicile ou tout autre service. Mais à ce moment-là, il va prendre effectivement, il va être inscrit au dossier là, en bonne et due forme. Mais de ce côté-là, j'espère que ça répond un peu plus au questionnement qu'on avait. Sinon, je peux aussi prendre la balle au bon. Je pense qu'on avait un autre questionnement concernant le continuum là, centre de jour. Puis, tu faisais le pont avec maison de soins palliatifs, là, mais actuellement, de la façon que le modèle a été construit du côté du CIUS de la capitale nationale, c'est vraiment un partenariat entre la première ligne, donc les référents proviennent des intervenants du soutien à domicile, donc la première ligne, et réfèrent vers le centre de jour. Actuellement, la visée qu'on a pour l'automne, c'est d'augmenter le référencement en ajoutant un arrondissement voisin pour augmenter le bassin de population. Puis vous comprendrez que dans le contexte de la pandémie, les proches aidants n'avaient pas été inclus jusqu'à ce jour au niveau du centre de jour. On a fait vraiment le choix de garder que les invités, compte tenu des enjeux de 2 mètres, la distanciation, etc., des mesures prévention, contrôle des infections. Mais l'idée à l'automne, c'est d'ouvrir avec un secteur voisin. Mais je vous dirais que le questionnement est entier. Je parlais d'ailleurs avec une travailleuse sociale de la Maison Bon Enfant Dionne et ils vivent le même enjeu au niveau du référencement actuellement. Est-ce que c'est un effet post-pandémie, etc.? Mais on a vraiment un enjeu où les gens arrivent avec un profil d'autonomie beaucoup plus en lourde perte d'autonomie, donc ne demeurent pas très longtemps dans le continuum de centre de jour. Donc, on est en train de voir est-ce qu'on ne devrait pas aller chercher du référencement auprès des infirmières pivots en oncologie, par exemple, au CHU de Québec ou des choses comme ça. Donc, on est en train de revoir au niveau de nos trajectoires. J'espère que ça répond un peu plus clairement. Merci, M. Pelletier. Je me permets aussi, là, on demande quels sont les critères psychosociaux pour les invités. Puis là, tu sais, moi, c'est ça, il faut remettre en contexte. Là, je parle en lien avec ce qui a été trouvé dans la littérature, puis avec les 4 centres de jour en opération au Québec, là, avant celui de la Côte de Beaupré. Ce qu'il faut retenir, là, certains n'avaient même pas de critères très précis parce qu'on est beaucoup dans le cas par cas, dans voir avec chacune des personnes, même dans les capacités physiques, tout ça, parce qu'on disait, ben, on peut peut-être donner un accompagnement plus étroit. On était vraiment dans un premier temps sur la motivation, l'intérêt à participer, la capacité en groupe, avoir un minimum d'autonomie, mais encore là, avec une possibilité d'accompagnement, d'où l'importance aussi des bénévoles. Certains sont en 1 pour 1 si la personne a davantage de besoins, mais les critères, pour plusieurs, restaient flous, puis c'était voulu parce qu'on voulait vraiment y aller cas par cas, là, personne par personne. On a encore 1 minute. J'irai peut-être avec une dernière. Qu'est-ce que tu en penses? Une dernière petite question, Isabelle, Oui. peut-être. On a une Oui. dernière main levée. Madame Gabrielle Fortin. Oui. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci pour cette excellente présentation-là. Je voulais peut-être juste émettre une petite nuance par rapport au dossier des patients, parce Oui. qu'effectivement, moi, je suis travailleuse sociale au Centre Bon Enfant Dionne, puis je travaille aussi en recherche là, sur un projet sur les centres de jour, effectivement. Puis, juste pour dire que le patient
c'est la personne qui va être le dossier officiellement, mais il peut quand même arriver qu'on va ouvrir un dossier pour le proche, donc un dossier tiers, puis notamment quand on se met à donner des services ou qu'il y a un suivi plus étroit avec la personne, c'est pour une raison légale, notamment les travailleurs sociaux, on ne peut pas mettre nos notes qui concernent un tiers dans les notes du patient. Donc, à ce moment-là, il peut arriver quand on a un suivi plus serré que oui, on a un dossier qu'on ouvre pour le proche. Puis, tu disais, ben, des fois, les critères d'admission sont un petit peu flous. C'est fait comme ça, c'est vrai. Mais il peut aussi arriver qu'on a des proches qui vont demander des services psychosociaux sans que la personne malade fréquente le centre Bonne Enfant de Dionne. Et donc, ben, dans des conditions comme celle-là, ben, on offre quand même un accompagnement pour le proche. Et donc, conséquemment, on va aussi ouvrir un dossier de proche à part pour cette personne-là. Je pense que c'est peut-être côté légal, peut-être que c'était dans ce sens-là, François, que tu posais la question. Et puis, des fois, pour faciliter les suivis aussi après le décès, mais le fait d'avoir des traces écrites de ce qu'on a fait avec le proche de la personne malade, mais ça peut quand même faciliter. Je voulais juste avoir cette notion-là, mais merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup d'avoir fait cette étude-là. Merci, Madame Fortin. Fait qu'on est à la fin du webinaire. Je vous envoie là, à l'instant le lien du Forms pour l'évaluation de l'activité en ligne. Donc, merci à tous pour votre participation. On n'a malheureusement pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Clairement, ça a suscité l'intérêt de plusieurs personnes. Je vous invite, comme je vous disais, à suivre le lien qui vous est présenté dans le chat afin de compléter l'évaluation de l'activité et de vos apprentissages. Vous recevrez aussi ce lien-là dans un courriel qui va vous être acheminé sous peu, probablement cet après-midi. Je vous rappelle que dans le respect du moratoire mis en place par la Sofeduc pour l'émission du EC, on ne délivrera pas d'attestation de participation malheureusement pour cette activité-là. Mais merci de votre compréhension, puis je vous souhaite une excellente journée.